Bonjour à tous. Inondations, cyclones, sécheresse, incendies, ces phénomènes climatiques ne cessent de croître en intensité et en fréquence avec d'innombrables conséquences pour la vie communale. Et ce sont bien les communes qui sont en première ligne et qui doivent s'adapter très rapidement pour protéger leur population. Alors comment peut-on prévenir des phénomènes de plus en plus violents? Doit-on totalement se réinventer? C'est la question que nous allons poser à nos 4 invités. Bonjour, madame, messieurs, d'être présents sur ce plateau. Merci encore. Ali Moussa Ben Moussa, vous êtes le maire de Bandrélé, à Mayotte. Éric Ménassi, vous êtes le maire de Trèbes et coprésident du groupe de travail sur la gestion des risques. Olivier Landel, vous êtes directeur général de l'AFL, l'Agence France Locale. Et enfin, Magali Reguezazit, vous êtes géographe et ancien membre du Haut Conseil pour le climat. Merci à tous les 4. Alors, il y a un an, Ali Moussa Ben Moussa, on a tous été marqués par ces images de ravages provoqués par le cyclone Chido qui a littéralement rasé Mayotte. Ça fait 30 ans qu'on n'avait pas subi de tels phénomènes à Mayotte. Est-ce qu'à votre avis, on aurait pu le prévoir? Alors, déjà, vous l'avez dit à juste titre, hein, donc ça fait quelques années que Mayotte n'avait pas subi, en tout cas, un tel événement climatique. Il est le 14 décembre dernier, donc on a vécu ce drame, puisqu'il s'agissait d'un drame, en tout cas d'une manière très brutale, puisque en réalité, personne ne s'était préparé pour de tels événements. Parce qu'il y a une génération qui ne connaissait pas du tout ce que c'est qu'un cyclone, et que quand on a annoncé l'arrivée de ce cyclone, les gens ne croyaient pas. Ça fait partie des sujets les plus importants, en tout cas de la communication, puisque quand nous, on a eu les alertes différentes, on a commencé à activer notre plan communal de sauvegarde. Donc les premières actions qu'on a mises en place, c'était déjà de faire un inventaire de ce qu'on avait comme matériel, puisqu'on n'avait pas grand-chose en réalité, mais surtout communiquer, informer les gens comme quoi on allait vivre ce moment difficile. Voilà, mais vous disiez en fait que les populations n'étaient pas préparées. Exactement. Les populations n'étaient pas préparées du tout. Ils ne croyaient pas du tout, en tout cas, qu'on allait vivre en tout cas ce genre de situation. Éric Ménassi, vous avez subi en 2018 des inondations sans précédent, avec là aussi des morts à la clé. Est-ce que ça vous a obligé à repenser complètement l'aménagement du territoire? Évidemment, je crois qu'aujourd'hui, l'aménagement du territoire est au cœur de nos politiques publiques, par nécessité, mais depuis quelques années déjà par conviction. Cette conviction, elle s'est forgée par une expérience, vous l'avez dit, extrêmement violente et douloureuse, mais aussi par la confrontation d'une nécessité, s'appuyer sur des éléments scientifiques, techniques, pour nous aider à aménager notre territoire et le rendre plus résilient. Et puis, alors cette année, vous avez subi aussi des incendies sans précédent. Est-ce qu'on arrive à mener des politiques prévisionnelles de façon totalement opposée, si j'ose dire? J'ai envie de vous dire que le plus difficile, c'est de pouvoir convaincre dans un premier temps que ce changement climatique n'est pas une opinion, ce changement climatique, c'est une réalité scientifique. Et au travers de cette réalité, les conséquences sont multiples, nombreuses. Malheureusement, l'arc méditerranéen subit de plein fouet ce changement climatique et nous impose de nous réinventer collectivement. Alors à l'échelle d'un territoire qui est grand, par rapport à des périodes de sécheresse intense, mais aussi par rapport à des périodes aussi de pluviométrie qui vont inévitablement revenir. Olivier Landel, vous êtes un peu la banque des collectivités locales. Comment vous évaluez en amont les risques pour ces collectivités avant même qu'ils le subissent pour accompagner leur financement? Alors en fait, en tant qu'établissement financier, on a une obligation réglementaire que de regarder quel est le risque auquel sont soumis. On va voir d'ailleurs les graphiques qui vont apparaître sur les antennes. Auxquels sont soumis les territoires. Dans un premier temps, on faisait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire sur la base historique des événements, des catastrophes naturelles. Vous comprenez bien que c'est un petit peu frustrant quand on a la conscience forte de ce qui nous attend et des conséquences du réchauffement climatique, etc. Il y a eu quelques années où les banques, les assurances, les chercheurs
se sont concertés et on avait évidemment les travaux du GIEC qui nous ont permis de savoir sur quelle trajectoire il fallait s'inscrire. Je vous interromps parce que là, justement, on a un graphique que je vais vous laisser commenter sur la prévention des risques. Et donc, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on cartographie en fait une dizaine de risques, à la fois sur la base historique, mais sur la base des prévisions de Météo France, du GIEC. On essaye de projeter ces risques-là. Alors, on le fait, là, on voit sur les cartes pour le risque feu de forêt, inondation, retrait argile, mais ça va être également le cas pour le trait de côte, etc., etc. Donc on cartographie chacun des risques, mais on cartographie aussi en pondérant un risque global. Donc on est capable d'estimer pour chacune des communes de France son exposition au risque et également à ce qu'on appelle dans le jargon le risque de transition. C'est quoi le risque de transition? C'est la capacité à financer les investissements nécessaires pour se préparer à la transition. C'est aussi l'adaptation. Et donc on regarde la capacité financière des collectivités locales à assumer avec leurs ressources les nécessaires investissements pour ne pas subir ces risques-là ou en tout cas mieux les affronter. Donc on a ces deux échelles-là de risque et aujourd'hui on a une base de données qui nous permet en tout cas de faire dialoguer et parfois de faire prendre conscience que ah oui, mon territoire, vous estimez que, parlons-en. Alors Magali Reguezazit, est-ce qu'on peut aujourd'hui anticiper des phénomènes de plus en plus violents et de plus en plus brusques? Alors oui et non. Oui, dans la mesure où, comme il a été dit, on a aujourd'hui des trajectoires maintenant très solides, scientifiques, qui nous disent d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, quel sera l'état climatique de la France par rapport aux émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc ça permet d'avoir quand même une vision sur ce qu'on appelle des extrêmes climatiques en fonction de l'endroit où on se situe en France pour savoir par rapport à la sécheresse, par rapport à la canicule, par rapport aux cyclones, par rapport aux tempêtes, par rapport au recul du trait de côte, donc par rapport à l'ensemble des aléas physiques auxquels nous étions déjà exposés, comment ça va se passer. En revanche, et c'est bien tout le problème, c'est que pour beaucoup de ces aléas, on ne peut pas dire quand ils vont arriver. On sait qu'ils vont arriver, mais on ne sait pas quand et sous quelle forme. Par exemple, un cyclone, aujourd'hui, on sait qu'ils vont être beaucoup plus intenses. Mais il suffit que l'œil passe qu'à quelques kilomètres, c'est-à-dire que ce n'est pas l'œil le problème, mais c'est ce qu'il y a autour de l'œil. Quelques kilomètres, il y a beaucoup moins de dommages que si on est au milieu. Donc c'est vrai que parfois, à 2-3 kilomètres, un orage qui va taper à 3 ou 4 kilomètres en amont ou en aval, ça vous change une catastrophe. Et là-dessus, en plus, on a des territoires qui ont été urbanisés, où on a fait des choix d'aménagement, où on a décidé d'implanter des activités, ou au contraire, il n'y a pas eu de choix. On voit qu'à Mayotte, on a beaucoup de populations jeunes avec un habitat qui souvent est dégradé. Les outre-mer français, mais aussi la Méditerranée, ce sont en quelque sorte les sentinelles, les avant-postes de ce changement climatique. On a l'impression que c'est loin pour l'instant, surtout quand on est parisien, surtout quand on est... En réalité, c'est très proche. Et ces héritages-là, combinés avec ce qui a été dit sur ces aléas, quand vous mettez tout ça ensemble, vous savez qu'une catastrophe peut arriver. Et ce que vous savez, c'est que si vous mettez en place un certain nombre d'instruments, vous n'aurez pas 0 mort ou 0 dégâts, mais vous allez pouvoir les réduire de manière vraiment considérable. Alors c'est un peu la question que j'allais poser à messieurs les maires. Comment on peut préparer, comment on peut se préparer au mieux? Quelle est la bonne stratégie selon vous, compte tenu de ce que vous avez déjà vécu? Alors, se préparer au mieux, c'est beaucoup dire parce que c'est très difficile en réalité pour mieux se préparer, surtout nous concernant, nous, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'agissant des cyclones, ça fait des années qu'on n'a pas vécu et que souvent on se disait que ça n'allait pas venir. Malheureusement, c'est venu et avec une intensité très forte et qui a causé des dégâts en tout cas assez importants. Ce qui est sûr, en tout cas pour se préparer, c'est tout simplement suivre les règles, puisqu'au niveau des communes, nous avons des plans communaux de sauvegarde, en tout cas, qui nous permettent justement de nous préparer à chaque étape et puis aussi d'évaluer les moyens en tout cas qu'on a, parce que ça fait aussi partie des sujets concernant Mayotte, justement. Par exemple, ma commune est composée par plusieurs villages. J'ai 6 villages
et que je n'ai pas d'équipement pour accueillir en tout cas les gens qui seront dans le besoin. Dans cet village, je suis obligé de transporter des gens vers un autre village pour les mettre à l'abri. Et il faut prévoir tout simplement des moyens de transport adaptés, etc. Donc c'est assez compliqué pour pouvoir le faire. Surtout comme ça arrive, même si on le sait, il y a plusieurs étapes en tout cas au niveau d'alerte. Mais comme je le disais tout souvent, en fait, on est confronté à un problème de sensibilisation parce que les gens ne sont pas assez sensibilisés. Parfois, ils sont réticents pour quitter chez eux pour aller se mettre à l'abri. C'est tout ça les complications en tout cas qu'on a. Monsieur Benassi, quel type d'investissement il faut privilégier selon vous? J'ai envie de revenir, si vous le permettez, sur la stratégie. Je crois que la bonne stratégie, d'abord, c'est l'humilité. L'humilité devant l'immensité de la tâche et ensuite devant la nécessité d'acculturer les populations. Je crois que monsieur l'a dit à juste titre, le premier des devoirs que nous devons à nos populations, c'est de les informer, de les éduquer et de voir avec eux quels sont les premiers gestes. Nous sommes chacun d'entre nous les premiers acteurs de notre propre sécurité. Ensuite, l'aménagement du territoire, écoutez, la doctrine a changé. Aujourd'hui, les solutions fondées sur la nature se multiplient. Et je crois qu'on ne doit plus vivre contre les cours d'eau. On doit vivre avec eux. Et on doit adapter notre territoire pour le rendre plus résilient. Je crois que c'est une vraie doctrine d'aménagement qui est loin des dogmes idéologiques, qui est simplement basée sur une réalité d'un climat qui change et d'une obligation pour nous, les élus, de s'adapter à ce changement. Olivier Landel, il faut aussi mutualiser les moyens? Oui, alors c'est un des angles de travail qu'on a à l'AFL. On est en train de montrer à nouveau l'intérêt qu'il y a à travailler entre collectivités locales et à mutualiser. Les enjeux dont on parle, risque inondation, alimentation, énergie, transport, etc., dépassent toujours nos frontières institutionnelles. Et donc, il n'y a pas de périmètre pertinent pour bien gérer les choses. On est obligé de les gérer entre nous. Et donc, s'intéresser à la qualité de la ressource en eau, quand on est une grande ville, regarder d'où vient l'eau et faire en sorte que l'agriculture au-dessus des bassins soit une agriculture bio plutôt qu'avec des intrants, ça coûte moins cher pour tout le monde parce qu'on n'a pas besoin d'assainir l'eau quand elle est dans la ville, parce qu'au démarrage, on a fait en sorte qu'elle ne soit pas polluée. Ça vaut pour énormément de domaines. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette année un de nos thèmes d'études. On l'a fait sur la ressource en eau, on l'a fait sur plein de sujets. Cette année, c'est faire des projets en interterritorialité. Puis je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur Mayotte. La cartographie qu'on a faite, qui vaut évidemment pour l'outre-mer, montre que le département qui est le plus exposé à la majorité des risques, c'est Mayotte. Et un des points qu'on regarde, nous en tant qu'établissement bancaire, sur comment s'y prépare-t-il, on est très attentif au fait qu'il y ait bien des plans de prévention des risques naturels. Et ça, vous en avez forcément, mais on est aussi attentif à ce genre de choses. Magali Reguezazit, quel type de projet innovant on peut mettre en place, on peut promouvoir? Alors d'abord, il y a des projets qui sont, par exemple, comme pour Mayotte, il y a ce qu'on appelle tout le niveau de la gestion de crise. Parce que quand on a des monstres comme ça qui arrivent, on sait que de toute façon, ce n'est pas évitable. Et que donc l'urgence, c'est la sécurité des personnes et de sauver des vies. Et là, ce qui est très important, et c'est pour ça que le maire aussi a un rôle important, c'est la confiance. Parce que quitter son logement, on abandonne tout. Et quand on a peu, on a encore plus de mal à abandonner. Et donc, on a besoin d'accompagner pour pouvoir évacuer en toute sécurité, pour pouvoir transférer les populations. Parce que, comme vous le dites, des jeunes qui ont 20 ans, ils n'ont pas forcément connu le séisme ou l'inondation ou je ne sais quoi. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est aussi des enjeux de solidarité, de sécurité, de gestion de crise. Ensuite, à un second niveau, on a des solutions qui peuvent être des solutions parfois techniques, qui vont devoir être financées, en se posant la question, est-ce que cette solution, qui peut-être est bien aujourd'hui, comme le climat va continuer à changer, peut-être que cette solution, dans 10 ou 15 ans, en fait, elle ne servira plus, on aura mal placé notre argent. Et puis derrière, il y a le troisième niveau, et c'est là la transformation du territoire. Et plutôt que de parler climat, on devrait se dire, voilà ce territoire, aujourd'hui, il est comme ça. Dans 20 ans, à quoi j'aimerais qu'il ressemble ? C'est un enjeu
agricole, c'est un enjeu industriel, c'est un enjeu touristique, c'est un enjeu de qualité de vie, de logement, de transport, de compétitivité, de souveraineté, d'équilibre des finances publiques, de justice, peu importe les mots que vous mettez. Et dans ce cas-là, on sait que dans chacun de ces boîtes qui sont le quotidien d'un élu, eh bien on peut intégrer des réponses plus ou moins technologiques, plus ou moins réglementaires, plus ou moins financières, plus ou moins collectives, plus ou moins individuelles, qui vont permettre d'aligner ce qu'on fait pour réduire le changement climatique, ce qu'on appelle l'atténuation, pour réduire notre consommation de ressources, parce qu'il va bien falloir vivre à un moment dans un monde décarboné, ce que nous ne savons pas faire en France métropolitaine. Malheureusement, dans les Outre-mer, on vit déjà souvent en dessous des seuils de carbone parce que la pauvreté fait qu'on consomme peu. Et puis derrière, c'est aussi de se dire, par rapport à tout ça, est-ce que par exemple, ce que je vais faire, ça va m'aider à m'adapter ? Ça va m'aider à réduire mon carbone, mais ça va aussi me rapporter plus de justice, plus d'équité intergénérationnelle. Je vais aménager mon logement. Quant à Mayotte, on va travailler sur le mal logement, quand on va travailler sur la santé, quand on va travailler sur l'éducation, sur l'eau, sur l'assainissement. En fait, sans le savoir, on fait déjà de l'adaptation au changement climatique, à condition d'intégrer le scénario climatique, le fait qu'on aura moins d'eau, qu'on aura moins d'énergie, mais déjà on n'en a pas beaucoup, qu'on aura moins de terre et qu'on va devoir apprendre à manger différemment, d'abord pour des questions de santé. Je rappelle, la question alimentaire, c'est d'abord de la malbouffe en France, qui fait qu'on a beaucoup aujourd'hui d'obésité, que ça pèse beaucoup sur nos caisses de sécurité sociale, et que donc si on prend le problème à l'envers et qu'on met le climat comme un bénéfice collatéral, eh bien en réalité les élus vont faire ce qu'ils savaient toujours faire et ce qu'ils ont toujours fait. Et d'une certaine façon, c'est cette expertise et cette expérience qu'ils vont pouvoir mettre en place, à condition, et je conclue, excusez-moi, d'être aidés. D'être aidés financièrement, d'être aidés juridiquement, d'être aidés en termes de technicité. Parce que tout ça, évidemment, ça demande, comme l'a dit Eric, de la science, de l'ingénierie, de l'expertise et des financements. Que répondez-vous, messieurs les maires? On voit qu'il y a des solutions qui existent. Vous-même, dans vos communes, vous m'avez cité un certain nombre d'exemples. Par exemple, des écoles sur pilotis, des élargissements de fleuves. Est-ce que vous avez des exemples en tête? Oui, les exemples sont nombreux, mais comme l'a dit Magali, il faut, avant de trouver des solutions, se mettre d'accord sur le constat. C'est ça qui est le plus important. Ce qui est plus important, c'est d'accepter que le climat qui change va impacter nos vies aujourd'hui et nos vies demain. Et comment faire de ce climat qui change une opportunité pour nos territoires. Faire une opportunité, c'est prendre ce risque et voir dans quelle mesure, avec les habitants et toujours avec eux, comment on peut revenir être plus résilient en aménageant bien sûr nos maisons. Vous savez, la quête d'une croissance démographique sur une commune maintenant ne doit plus être la clé d'un mandat électoral. Aujourd'hui, on ne construit plus un programme sur une croissance démographique. On le construit sur l'aménagement du territoire. Et je crois que ce paradigme résume à lui seul l'ambition que portent les maires de France aujourd'hui dans l'appréhension de ce monde et de ce climat qui change. Monsieur Ben Moussa ? Parfaitement. Il est important en tout cas qu'on s'adapte à ce contexte sur lequel nous vivons. Et il l'a dit à juste titre, en tout cas Mayotte, il y a plusieurs paramètres en tout cas à prendre en compte pour nous adapter par rapport à cette évolution, mais qui est brutale et qui va très vite parce que nous on vit ce changement climatique et c'est très brutal. On voit ces derniers temps les saisons sèches qui sont très longues et des saisons pluvieuses qui sont très courtes mais très violentes quand ils sont là. On a vécu une période où on a eu l'apparition du volcan. Ça, c'était pas prévisible, mais on est dedans. Donc Mayotte bouge jusqu'à maintenant. Alors qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de quartiers dans différents villages, en tout cas qui sont construits dans des zones où on a remblé avant de construire. Donc ça, il faut le savoir, parce qu'on ne parlait pas du tout des phénomènes de remontée des eaux. Aujourd'hui, ces quartiers-là, ils sont souvent inondés par l'océan, puisque l'effet, en tout cas, c'est vivant, c'est visible aujourd'hui. En tout cas, l'aspect, en tout cas, la remontée des eaux, inondation, en tout cas liée à l'océan, on le voit très bien. Donc tout ça, c'est des réalités. Et la question, comme il l'a dit, est comment faire pour nous adapter par rapport à tout ça. Parce qu'il faut savoir aussi que Mayotte, on a un autre phénomène, on a une pression démographique qui est là.
mais aussi on a très peu de foncier disponible pour pouvoir construire. Donc comment associer tous ces éléments pour mieux construire, en tout cas pour Mayotte de demain? Alors s'ajoutent à tous ces obstacles et à tous ces problèmes, souvent des injonctions juridiques contradictoires. Et ça, c'est la question que je vous pose à tous les quatre. Quels sont ces obstacles concrètement? Magali Reguezazit. Alors on a effectivement des injonctions contradictoires, d'abord du point de vue des normes. Pourquoi? Alors c'est pas du tout volontaire, mais c'est que pendant très longtemps on a eu un droit de l'environnement et un droit de l'urbanisme qui ont été complètement dissociés. Là-dessus, aujourd'hui, on ajoute cette question foncière, parce que pour aménager, il faut maîtriser son foncier. Et puis parce qu'on a aussi des sociétés qui sont plus exigeantes en termes de qualité de vie dans le logement, en termes sanitaires. Nos standards, évidemment, notamment dans les grandes villes, nous avons l'habitude, par exemple, d'avoir une eau qui coule au robinet, une eau qui est d'excellente qualité. Donc, évidemment, dès qu'on est en crise, on va être dans des contextes dégradés. Donc, si vous voulez, tout ça fait qu'on a aujourd'hui parfois du droit à retoiletter. On a aussi parfois des financements qui ne vont pas dans le bon sens. Et là aussi, il n'y a pas une volonté maligne. C'est que des solutions qui ont marché dans un climat qui n'était pas ou peu réchauffé par l'homme, aujourd'hui sont soit obsolètes, soit contre-productives. C'est-à-dire que des choses qui marchaient très très bien il y a encore 25 ans, eh bien aujourd'hui, si on les met en place, elles sont plus efficaces et dans 20 ans, elles produiront du risque. Donc c'est une bascule en fait intellectuelle qu'il faut avoir, qui est compliquée, parce que malheureusement, aujourd'hui, les solutions qui sont les moins coûteuses, les plus visibles, les plus efficaces, eh bien ce sont les solutions qui sont en réalité les moins rentables et les moins adaptées à horizon 2040-2050. Olivier Landel. Oui, sur les injonctions contradictoires en matière financière, c'est très clair. L'État au niveau européen s'engage à la fois à réduire ses déficits et en même temps lutter contre le réchauffement climatique avec nos objectifs internationaux, des accords de Paris avec la réduction de 55% en 2030 et zéro carbone en 2050 par rapport... Ouais. Bref. En fait, quand on chiffre, on le fait avec notamment I4C, quand on chiffre les besoins d'investissement supplémentaires qu'il faut pour tenir les engagements, on sait qu'il y a des investissements supplémentaires à faire. Et on sait que ces investissements supplémentaires, sans recourir en particulier à l'endettement, un endettement sain des collectivités locales, parce qu'en face, il y a des vrais investissements, c'est pas de la dépense de fonctionnement, c'est pas du crédit à la consommation qu'on fait dans les collectivités locales. Donc, on sait qu'il va falloir s'endetter plus, et dans le projet de loi de finances, on nous demande de tenir nos engagements d'adaptation, et en même temps, on nous dit, vous endettez-vous moins, et on nous dit en plus, vous recevrez moins de subventions de l'État. Donc on n'a pas choisi en fait aujourd'hui. Donc moi, la solution que nous on préconise, c'est de faire confiance aux collectivités locales. Voilà. C'est pour ça que cette alliance des territoires nous paraît importante. Je pense que vous serez aussi du même avis que M. Landel. Juste une petite remarque, quand on observe la situation financière des pays européens en fonction de leur niveau de déficit, puisque c'est notre sujet, le déficit, les pays dans lesquels il y a le moins de déficit sont ceux qui ont le plus confié à leur collectivité locale. Je pense que ça devrait nous faire réfléchir. Dernière question, et je voudrais vous la poser effectivement à vous tous également. La COP30 se tient actuellement au Brésil. Qu'est-ce que vous en attendez, Éric Menassi? J'ai envie de vous dire, pour reprendre les propos de Magali, que pendant des années, on a opposé deux visions du monde. La vision d'un développement économique ou d'un développement urbain avec des normes environnementales, alors que je crois qu'on parle de la même chose. On est en train de construire le monde de demain. Et moi, ce que j'aimerais, c'est d'abord, comme l'a dit monsieur, qu'on laisse les collectivités un peu plus libres, parce qu'il faut croire aux intelligences du territoire. Et les initiatives des maires de France ont toujours eu une vertu essentielle, c'est d'améliorer la vie de nos concitoyens. Et pour répondre à votre question, oui, j'espère que ce rendez-vous ne sera pas un nouveau rendez-vous manqué et qu'il nous permettra collectivement de pouvoir construire un avenir plus serein. Ali Moussa Ben Moussa.
pareil, en tout cas, je fais confiance à ce genre de rendez-vous. Donc, on espère tous que ça va aboutir sur des choses positives. Mais en même temps, j'allais parler de cette histoire des normes qu'il a esquissée, en tout cas, tout à l'heure. Je crois que c'est un vrai sujet sur lequel il faudra plancher avec les spécialistes pour qu'on puisse parfois les adapter en fonction des territoires. Il y a un vrai besoin, je crois, il y a des choses à tirer dans ce domaine. Magali Reguezazit. Alors d'abord les COP, on peut toujours être déçu, mais il faut savoir que si elles n'avaient pas eu lieu, on serait sur une trajectoire bien plus dramatique que ce qu'on est aujourd'hui. Moi je crois que ce qui se passe à la COP, d'abord c'est une résistance face à une tendance qui monte partout, de ne pas y aller, de reculer, de se dire voilà. Et puis c'est aussi important pour la France et pour l'Europe de continuer à porter dans le monde un message par rapport à des émergents qui, eux, ont tout à fait compris que la transition, c'était le futur de demain. L'Europe, elle joue aujourd'hui, dans cette question de climat, sa souveraineté énergétique, sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté industrielle, sa capacité d'innovation. Dans 20 ans, si nous ne voulons pas être les pays ateliers, si nous ne voulons pas être à la traîne, si nous ne voulons pas dépendre pour notre sécurité quotidienne et notre bien-être des autres, alors c'est bien de dépendre, mais il faut quand même qu'on soit aussi capable à un moment d'être maître de notre avenir. C'est en ce moment que ça se joue. Et je crois que de la même façon qu'on n'a pas encore tout à fait compris que le climat qu'on a connu enfant, on ne le connaîtra plus jamais, on n'a pas exactement compris que le monde tel que qui a été le nôtre jusqu'il y a encore quelques années n'est déjà plus le même et ne sera plus jamais le même. Merci beaucoup, merci madame, messieurs et très bon congrès à tous.